Bien, camarades, aujourd'hui, vous apprendre fusil gloire soviétique. Ça, être automate Kalachnikov. Ça, très bien, très parfait, très solide pour chien capitaliste. Ça, être automate Kalachnikov, mais petit, pour qu'un chien capitaliste être petit chien. Ça, être automate Kalachnikov, mais gros, parfait pour qu'un chien capitaliste être beaucoup. Oui. Ça, être automate Kalachnikov, mais pour qu'un chien capitaliste être très près. Et pour finir, ça, être automate Kalachnikov, mais pour qu'un chien capitaliste être très loin. Et du coup, camarade commissaire, c'est très beau tout ça, mais comment on fait pour la nourriture? Parce que ça fait une semaine là quand même. Vous rien écoutez. Vous mangez chien capitaliste. Pourquoi vous pensez moi me faire chier à prendre une merveille communiste à vous? D'accord. Je suis juste con en fait. Très. Hello there. Oh merde. King! Привет à tous! Épisode de Noël oblige, tradition du French grenier, arme soviétique. Et vous avez du bol! Oui, car savez-vous ce qu'on a eu la gentillesse de me prêter? Un SVD, bordel! Un vrai! Un Ruskov! Directement de Ruskovie, le SVD Dragonov. Car SVD, Sniperskaya, Vintovka, Dragonova. C'est déjà écrit dans le titre, Dragonov. Le SVD, c'est ce que les ricains appellent un DMR, Designated Marksman Rifle, avec un accent pourri, c'est-à-dire une arme qui est destinée à allonger la portée normale d'une unité. Un GUS au sein d'une troupe en a un et permet ainsi d'augmenter la portée de tous ses camarades qui sont généralement armés de trucs qui sont faits pour tirer entre 4 et 600 mètres. D'un poids de 4,3 kg, ce qui en fait une arme quand même pas mal lourde, je peux vous garantir que je commence à le sentir, d'une longueur totale d'1,20 m, ce qui fait qu'il rentre pas dans le cadre, et d'une longueur de canon de 62 cm. C'est une gueule, c'est une icône, et c'est probablement un des plus connus, si c'est pas le plus connu de tous les fusils de précision. Entendons-nous, c'est un fusil dans la désignation militaire, mais dans le civil, c'est une carabine. Avec sa crosse en bois de bouleau très largement ajourée, ses lignes à la fois carrées et fuyantes, et son chargeur en moule à gaufres, je le trouve beau. Moi, personnellement, je le trouve beau. Sincèrement, à part le bivier, qui, comme d'habitude, défigure un peu le tout, mais en l'occurrence, on verra qu'il est quand même pas mal utile. On pourrait dire qu'il est esthétique dans l'absolu, mais moi, en prime, je le trouve beau. Ce bidule n'est
comme d'habitude, dans un contexte de course à l'armement, car nous sommes en pleine guerre froide, et en face, ils tirent du 7,62 par 51. Or, à part les Mosin Nagant qui sont montés lunettes mais qui sont déjà largement vieillissants, et le SVT-40 qui a pas tous les défauts du monde, mais il en est quand même pas loin. Oui, je suis désolé, je dis du mal du SVT-40, hein, mais c'est vrai. Ce truc est un peu fait en merdonium, faut quand même dire ce qui est. Et à part ces deux-là, l'URSS n'a absolument rien à étaler. Et c'est quand même dommage. Donc, dès 1958, il planche sur un remplacement, mais toujours en 7,62 par 54R. C'est elle. La fameuse bouteille, la fameuse, on le reverra, plus vieille munition, en service au monde. Et quoi de mieux pour stimuler un peu les concepteurs qu'une saine compétition? En URSS, on peut s'interroger sur le côté sain de quoi que ce soit, mais quand même. 3 concepteurs proposent leur proto. Le premier, c'est rien de moins que Sergei Simonov, un géant, le genre de statue indéboulonnable que tu peux pas faire bouger d'un centimètre. Et pour cause, il était déjà le noble papa de l'AVS, du PTRS, qu'on a déjà vu, si, et surtout du SKS. Sauf que pas de bol, son proto sera refusé en avril 1960. Un peu après, c'est Alexandre Konstantinov et son 2BV10 qui se verront claquer la porte au pif. Et c'est donc un illustre inconnu, Yevgeny Dragonov, qui remporte la mise. Un illustre inconnu? Alors oui, dans les arsenaux d'État. Mais c'est le seul des 3, et c'est d'ailleurs le seul à ma connaissance, qui vient d'une lignée d'armuriers. Et c'est aussi le seul à avoir été ouvrier spécialisé avant d'être ingénieur. Cet armurier vétéran bossait déjà pour l'armée rouge pendant la guerre, où en fait il désossait les armes capturées sur l'ennemi, et où il essayait en fait de faire du reverse engineering, tout simplement. En 1945, il retourne bosser au bureau de conception d'Izievsk, où il pond d'ailleurs la très méconnue, mais très valable série des CV et des MCV. Des carabines de pure compétition, mais déjà très réputées en leur temps. Il pondra aussi le MA et le PP71, qui sera d'ailleurs son dernier design. Bref, le SVD est donc accepté pour le service en juillet 1963, et il débute une très longue carrière, puisqu'il est toujours en service. Et c'est en bonne partie grâce à lui donc que la 7,62 par 54R est aujourd'hui la plus vieille munition à être toujours en service dans des armées régulières et irrégulières. Alors, nous allons dans un premier temps démonter. Putain, c'est soviétique, hein. Démonter la loupiote, dont nous reparlerons, pas d'inquiétude, et l'appui-joue, qui est très heureusement, ma foi, amovible. C'est juste un bout de bois avec un gros bout de cuir, je suppose, mais rembourré avec quoi, ça j'en ai aucune idée. Et nous allons donc faire des tirs en organe de visée mécanique, puisqu'il en a, nous en reparlerons. Mais comme je suis qu'à 25 mètres, et je suis désolé, aujourd'hui je vais pas pouvoir beaucoup pousser les distances, et donc je vais être obligé de vous refaire le même coup que pour le WA2000, avec des distances un peu minables pour des armes qui sont censées en exploiter de bien plus grandes. Désolé, mais on me l'a prêté hier, et je dois le rendre demain. Donc j'ai pas eu le temps, de piquer le 300 mètres. Désolé. Donc c'est un chargeur, en moule à gaufre. C'est un double pile, mais où on peut pas juste... Non, on peut pas. J'allais dire, putain, il me fait mentir ce con, mais non, on peut pas juste appuyer, puisque le bourrelet, manifestement, empêche ça. Alors, en revanche, j'ai trouvé une... Je sais pas si c'est une solution officielle, mais en appuyant, ça aide. Je sais pas si on est censé faire ça, en fait. En vrai. Qu'est-ce que j'en fais? J'en fais 5 ou j'en fais 10? Bon, allez, on va être gourmand, je vais en faire 10. Comme, a priori, je ne reverrai probablement jamais, ou alors dans très longtemps, de Dragonov russe. Several days later. Cette anecdote est fausse. C'est toujours quand je dis ça. Toujours. Ouais, j'en reverrai jamais. Une semaine plus tard. Donc celui-là est plus beau. Il a moins d'accessoires, tout ça, mais il est encore plus beau que le précédent. Celui-là, il date de 83. Et c'est... oh là là. Voilà. C'est long. Voilà. C'est magnifique. C'est... Voilà. C'est tout. Pour la petite anecdote, c'est le 3e que je vois, mais les 2 premiers n'étaient pas russes. Je vous expliquerai après. Je sais pas du tout combien j'en ai mis. C'est pas grave. C'est parti. Clic. Ah bah non, oui. Sans ressortir, c'est mieux. Parfait. Culasse très fluide.
J'aime bien. Mais arme excessivement longue. Et j'ai tué la cible. First try. C'est une arme efficace. Bien, recommençons. Ah, qu'est-ce que... Ah, mais c'est la douille que je prends, je suppose. Oui. Alors, attends. Et presque fin du chargeur. Attendez voir, j'en ai éjecté une tout à l'heure. C'est flippant. C'est flippant, quand même. Non, en fait, là, j'étais en train de me battre avec l'empreinte gaz parce que j'avais l'impression que de temps en temps, il réarmait pas complètement. Ce qui m'a fait sursauter tout à l'heure parce que, putain... Attends. Voilà. Et donc la dernière, disions-nous. Damn! Ça gigote, mais c'est... Non, vraiment, c'est très contrôlable, c'est très agréable. Pour une arme en 762-54R, c'est... Non, ça va. Sincèrement, ça va. C'est sympathique, c'est plutôt moelleux au tir. La culasse, c'est pas mal onctueuse. Elle a des points d'accroche, mais elle est pas mal onctueuse, moi, je trouve. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien. J'ai l'impression d'être très bas. Bon, après, l'organe de visée... Oh. Oui, j'aurais pu les mettre un peu plus haut. Oui. L'intérêt, c'est que ce soit groupir. Bon, vous me direz, c'est pas groupir non plus. Disons que ça aurait pu être un petit peu plus groupir. Maintenant, il est temps de se prendre une balle à l'arrière du crâne. Le camarade commissaire avait tort. Et comme chacun sait, le tort tue. Bon, en Union soviétique, le tort tue surtout les autres. Le SVD est très proche esthétiquement du NACA. Oui, c'est sûr, lui aussi, il a un capot, lui aussi, il a une carcasse fraisée, lui aussi, il est tout noir, lui aussi, il a des bois de la même couleur, bla 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 bla. Sauf que non, ça n'a rien à voir avec un NACA. Enfin, rien. Si, il a quand même un point commun, c'est sa culasse sur transporteur. Mais en fait, même pas totalement, parce que la culasse rotative du Dragunov, eh ben, à 3 tenons. Et pas 2 comme sur la K. Bon, faut dire, il y a une très très légère différence de pression de manœuvre entre la 54 et la 39. C'est sûr. Donc tout ça a une gueule familière, ok, je reconnais. Sauf que, ben, c'est pas la même mécanique du tout. La K, laissez-moi aller vous en chercher un. La K donc, arme vide. La K a un emprunt de gaz sur long piston que, a priori, vous connaissez bien. C'est ça. Voilà, ça. Donc il a effectivement une culasse rotative sur transporteur, transporteur relié à un long piston qui prend l'empreinte gaz. Sur le Dragunov, déjà le ressort est captif du capot. Et ensuite, bah, vous voyez, pas de piston. Bah non. Bah si, il y a un piston. Et ce piston, il est là. Et ça, c'est un piston captif. Et là, normalement, il y a un truc qui fait tilt dans vos têtes. Le piston captif. Non? Rien? Bah, c'est une invention américaine! Ah! Capitalistov! Cette empreinte gaz est réglable sur 2 positions, ici. Et le truc que j'aime le plus avec le SVD, c'est qu'il a des faussaires du SM1. Ouais, c'est capillotracté, mais attendez, je vous explique. Entre son piston captif et pour la team premier degré, oui, je suis au courant que c'est pas du tout le même, bande de demeurés du Tobozo. Et le réglage de piston qui se fait, ben... avec le cul d'une douille. Ça vous rappelle rien, ça? Bah si, évidemment. Le démontage du battant de bretelle de l'USM1. Lui aussi, il se fait avec le cul d'une douille. Ça me rappelle de bons souvenirs. Mais évidemment, ça n'a rien à voir.
Alors maintenant, causons un peu du canon. Si vous allez farfouiller un petit peu ce qui se dit sur le SVD, vous remarquerez que certains sont impressionnés par sa précision et d'autres particulièrement déçus. Et selon moi, c'est normal. Ça peut être dû à deux choses. Le premier de ces trucs, c'est que pour gagner un petit peu de poids, le canon du SVD a été fait relativement fin et surtout assez flexible. Oui, c'est une maladie assez répandue parmi les armes soviétiques, le plus touché étant le SVT-40 et son canon qui gondole comme une stripteaseuse en manque de thunes. Ce qui fait que, pour le coup, la position très en arrière du bipied qui m'agaçait tant sur le ZFK-55 et son canon ultra lourd, et ben là, elle est nettement plus justifiée. Parce que s'il avait été plus en avant, il aurait fatalement arqué le canon. Pas de beaucoup, mais quand même. Et donc, ceux qui ont été déçus par sa précision, bah c'est peut-être déjà parce qu'il ne le posait pas correctement. Ensuite, le pas de rayure. À l'origine, le pas de rayure, c'était 320 mm, un tour pour 320 mm. C'était un cas unique dans l'armée rouge parce que ça s'adaptait à une nouvelle variante de la 762 par 54R, la 7N1. Seulement voilà, la 7N1 là... Eh ben, elle est plus lourde que le standard, et ça lui va donc plutôt bien, ce pas de rayure lent. En revanche, ça convient nettement moins aux 323S qui sont les 762 par 54R standards de l'armée soviétique. Ce qui fait qu'en 1975, on décide d'uniformiser les pas de rayure et donc d'accélérer celui du Dragonov à 240 mm. Ce qui fait qu'on a pu utiliser toutes les munitions, mais avec une précision moindre pour toutes. Précision moindre, mais malgré tout à fait acceptable, hein. Faut bien comprendre que le Dragonov était un fusil de précision. Il était conçu pour ça. On n'allait pas le tuer en faisant totalement n'importe quoi non plus. Et donc du coup, ceux qui ont pu être déçus par sa précision, bah c'est peut-être qu'ils n'avaient pas la bonne mune. Et pour ça, il faut déjà savoir de quand date son arme. Si elle est d'après 75, on peut utiliser les munitions standards. Si elle est d'avant 75, bah faut trouver de la 7N1. Bon, il serait peut-être temps de tirer un petit peu, donc nous allons remonter... putain, j'ai vu la culasse de la cage, je me suis dit, oh merde, j'ai oublié de la remonter. Non, c'est bon. Nous allons remonter la loupiote. Nous allons remonter la loulou pipi yoyote. Puisque ça vient en butée, c'est que ça doit être ça. Et remonter la Puijou, qui décidément est la pièce qui me fait le plus rire sur ce Dragonov. Ne me demandez pas pourquoi. J'ai un attrait assez phénoménal pour la crosse, en fait, de ce truc. Le reste m'indiffère assez, mais la crosse me fait de l'effet. Donc, nous reparlerons de la lunette après. C'est la PSO1, et elle a une grande bonnette, qui n'est pas le plus pratique du monde, mais qui n'est pas totalement mauvaise non plus, je trouve. Voilà. Est-ce que tu voudrais bien t'engager? Voilà, chargeur. Et là, si je l'ai mal remonté, tout m'explose à la bouche. Ouh. Putain, ça décoiffe. Alors vous m'en voudrez pas, la précision sera pas extraordinaire, mais c'est lourd. C'est putain de lourd. C'est vraiment super lourd. Ah, j'ai fait n'importe quoi, mais c'est... Ah, la vache! Jolies petites étincelles, hein, au fond. C'est beau l'acier doux. Allez. Oh, putain, je tremble. Alors, c'est rigolo. Donc il y a un arrêtoir de culasse en fin de chargeur, enfin plus exactement, le chargeur fait office d'arrêtoir, et on le sent vraiment fort. Il y a une différence, mais très marquée, entre un cycle complet et un cycle qui s'arrête en plein milieu. Alors vous allez me dire, il y a une différence sur toutes les armes, mais on le sent pas toujours. On sent pas toujours exactement la différence, là, je sais d'office quand je suis vide. Hein. Bon, j'ai dû faire n'importe quoi, mais c'est pas très grave. Nous ferons des jolis tirs tout à l'heure à 50 mètres. Comme je vous l'ai dit, le SVD dispose d'organes de visée mécaniques. Ils sont là pour pallier à une éventuelle défaillance, une éventuelle casse de la lunette. Ils sont accessibles tout bonnement sous la lunette, on peut parfaitement viser. Et là, je vois un avantage tactique incroyable, voire même vital. Parce que faut admettre que si par malheur tu prends, un jeton,
Une pierre, n'importe quoi dans ta lunette qu'elle pète et que tu peux vraiment plus tirer avant de l'avoir démontée, c'est un peu la chiasse quand même. Et donc cette lunette, c'est la PSO1. Ouverture de 24, grossissement fixe 2x4. Elle dispose de 2 tourelles de réglage, d'un réticule illuminé grâce à une pile qu'elle a derrière. Je sais pas si vous voyez, là, derrière, là. Et pour ceux qui ne le savent pas, le réglage de ces tourelles est simple. Nous, on s'emmerde avec des quarts de clic, des radians, des minutes de mes couilles sur ton nez. Eux, c'est simple. Une unité égale 5 cm à 100 mètres. Et c'est marre. De façon générale, je trouve que c'est une assez bonne lunette. C'est rustique, c'est de bonne qualité, moi je trouve. C'est très simple, c'est une bonne lunette. Les lentilles sont claires et pour en avoir vendu quand même pas mal, j'ai jamais vu de lunettes vraiment embuées, laiteuses, etc. Là, non, c'est de bonne qualité. Son réticule est, assez curieusement, super connu. Je dis curieusement parce que vu le peu de gens qui ont dû en voir un vrai dans leur vie, c'est assez étonnant. Il a l'air très compliqué, mais en fait pas tant. Les petits chevrons que vous voyez là, les uns sur les autres, ils servent tout simplement à compenser le tir de 100 mètres chacun, une fois que vous avez atteint le max de vos tourelles. L'espèce de courbe à gauche là, c'est un rangefinder. C'est une estimation de la distance à laquelle vous êtes. Vous collez les pieds d'un mec d'à peu près 1m70 sur la barre du bas, et le tiret qui est atteint par sa tête, ça vous donne une estimation en centaines de mètres de la distance à laquelle il se trouve. C'est au doigt mouillé, mais je vous garantis que ça suffit largement. Bon, on va se faire un petit peu de tir aux 50 mètres ? Allez, on va quand même en profiter un minimum. Putain, si seulement j'avais pu faire ça avec le WA2000. Éternel regret. Allez, go ! Allez, on va tester cette merveille. Bon, normalement, elle est tout à fait capable, il n'y a pas tellement de raison. Mais bon, sait-on jamais. Sait-on jamais. Très très bonne lunette. Très sympa. Un peu haut, j'ai l'impression. Ça recule un peu quand même. Jolies étincelles au fond. Et voilà. Excellent. Bon écoutez, si je me gourre pas, il y a un gros trou en plein milieu là, donc j'étais toujours un peu haut, mais j'aurais pu faire nettement mieux, je sais. Mais écoutez, voilà, c'est un plaisir. A noter que le SVD dispose d'un tenon de baïonnette, quasiment jamais utilisé bien entendu. Il y a des gens qui t'expliquent que la baïonnette servait de contrepoids. Alors bon, 250 grammes de contrepoids sur une arme qui fait presque 5 kilos, faut peut-être pas pousser mémé dans le bain des orties non plus, Le SVD a connu un certain nombre de variantes. Le SVD-N par exemple, qui porte des organes de nuit, le SVD-S qui est plus court, le SVD-90 qui a des garnitures polymères, le SVD-M qui est la version modernisée et notamment avec un canon plus étoffé, justement pour compenser les problèmes que je vous ai évoqués tout à l'heure, et enfin le SVU qui est la version bullpup. C'est moche. C'est super moche. C'est pas grave, on lui demande pas d'être beau, on lui demande de marcher. A priori, il a été remplacé en service actif dans l'armée russe en 2023 avec l'adoption du nouveau Shukavin, qui a la particularité d'avoir exactement le même chargeur. On comprend évidemment l'intérêt tactique de pouvoir utiliser les chargeurs du Dragonov sur une nouvelle arme, sachant que lui, il en a beaucoup et depuis très longtemps. Mais c'est quand même rigolo de voir que le SVD s'accroche à la vie comme une tique à la cuisse de ta meuf. Évidemment, chez nous, il est connu grâce à sa variante civile, le Tigre, qui est
Bon, il paraît que c'est bon, il paraît que c'est efficace, franchement. Mais c'est moche, c'est super moche. Le SVD est plutôt discret dans la pop culture parce qu'il a été relégué dans les mains de personnages souvent secondaires, si c'est pas tertiaire, si c'est pas quaternaire. Mais malgré tout, il apparaît dans une chier de films. Mon premier contact avec lui, ça a été dans GoldenEye, le James Bond. Et récemment, je l'ai beaucoup revu dans American Sniper. Alors je dis récemment, mais à mon avis, il doit avoir 10 ans. Ceci étant, il a été particulièrement exploité dans ce film, puisqu'il apparaissait dans les mains de l'antagoniste, du grand méchant. Il apparaît aussi dans une bavée de jeux vidéo, et très probablement parce qu'il n'y a pas un major derrière pour faire chier avec les droits. Très curieusement, Concern Kalachnikov qui a repris la fabrication, pète pas trop les couilles. Ou alors, on s'en fout parce qu'ils sont russes. C'est aussi une possibilité. Évidemment, il a été copié, le SWD en Pologne, le Kadeshi en Irak, le Nagir en Iran, et évidemment les NDM 85 et 86 chinois. Qui sont pas si mal que ça. Franchement, moi je les trouve pas mal du tout. Utilisés dans le passé, le présent, et très probablement aussi le futur, dans une brouette de conflits, c'est une icône. Une arme devenue excessivement cher de nos jours. Pour vous donner une idée, celui-ci est parti à presque 19 000 €. Vous comprenez pourquoi j'essaie de ne pas lui faire la moindre rayure? C'est une arme très chère, mais pas que financièrement. Elle est aussi chère à nos cœurs, puisque je pense qu'elle n'a pas fini de faire le bonheur des tireurs, civils ou pas. Écoutez, vraiment, ça a été un immense plaisir de vous le montrer. J'espère que ça vous a plu. Merci aux abonnés, merci aux tipeurs. Merci beaucoup les gars, vraiment. Merci à tous ceux qui regardent. Merci pour vos gentils commentaires. N'hésitez pas à commenter même plusieurs fois, ça aide pour le référencement. Je vous dis à très bientôt pour une arme de dingo. Passez un très joyeux Noël. Je vous souhaite plein de cadeaux et à très bientôt. Mangez des légumes et buvez de l'eau. Ciao! Ah non, si, attendez, il y a des accessoires, je les avais oubliés. Merde, les accessoires. Eh bien, ces accessoires sont contenus dans ces doubles pochettes qui ont des passants de ceinture à l'arrière, donc qui se portaient vraiment sur la cuisse. Déjà, ce sont des porte-chargeurs, 1, 2, 3, 4. Et celui-ci était vraiment livré avec la totale. Alors déjà, là-dedans, vous avez ça qui sert à la fois de clé de démontage. Vous avez plusieurs perforations, on va dire, de différentes formes pour servir de poignée. Là-dedans, vous avez un chasse-goupille, une brosse et je sais plus quoi d'autre. Attendez, une seconde. Chasse-goupille, un tire-chiffon, une brosse et un double tournevis. C'est sympa. C'est réglementaire, c'est très commun comme outil. Et dans l'armée rouge, dans l'armée de l'URSS. Pour ceux qui se demandent pourquoi je dis URSS, c'est parce que dans Don Camillo, ils disent URSS. Et donc ça m'est resté. Il y a aussi des tronçons de baguettes de nettoyage. Il y a ici un extracteur d'étui rompu. Et puis, je crois que c'est tout. Et je pense qu'il y a deux autres pochettes. Si c'est pas 3. Non, 2. C'est quoi ce machin là au fond là? Non, 3. Il y a 3 autres pochettes, donc peut-être me manque-t-il 3 accessoires. Mais je vais vous dire, je suis déjà impressionné par le fait d'avoir pu avoir un vrai Dragunov. Comme en plus il est livré avec 5 chargeurs et tout le merdier qui va avec, écoutez, moi je vais pas pleurer parce qu'il manque 2 ou 3 accessoires. Ce dont je ne suis d'ailleurs même pas sûr. Et pour finir, eh bien, il y a ça. Ça, c'est le couvre-lunettes. C'est en Cordura, brun. Enfin, un brun vert, là, façon armée soviétique. Voilà, c'est tout. Merci. Pourquoi je vous dis merci? Si, merci. Salut. On s'appelle. On se bigophone. Bon, comme je sens qu'on va me faire chier parce que j'ai pas dit d'où ça venait exactement cette forme de piston. Armalite AR-16, 1959. Bah, et non celui du SVT-40, je suis désolé mais c'est pas le même. Et si on veut vraiment se battre, ok, pas de problème. Première invention d'un piston, 1856, Lindner, déposé aux États-Unis. Bien camarades, aujourd'hui vous apprendre le fusil gloire soviétique.
Ça être... Ça être... Ça être automate Kalachnikov. Bien, camarades. Aujourd'hui, vous apprendre... Vous rien écouter. Pourquoi vous pensez, moi, me faire chier à vous apprendre chose? Allez. Ça être petit. Ça être automate Kalachnikov, mais petit. Ça très bien pour petit chien capitaliste. Ça être automate Kalachnikov, mais petit. Vous rien écoutez. Pourquoi vous pensez moi me faire Putain. Vous rien écoutez. Vous rien écoutez. Vous pour...